Alors je tiens à remercier dans un premier temps tous les gens qui se sont déplacés, qui sont venus. Je voudrais saluer la présence d'Arnaud Latil qui vient de nous rejoindre, le maire de Carqueiranne. On nous avait annoncé aussi le maire du Pradé, Hervé Stassinos, il est peut-être pris dans les embouteillages. Dès que nous sommes arrivés aux commandes de la ville de la Seine, ce qui était important, c'est de se dire, mais on a une ville, on a un territoire, il faut déterminer tous les projets qu'on veut pour notre ville. Et puis, il faut les rendre cohérents, parce que ce qui est important, c'est comment les gens vont percevoir nos projets. Si on veut que les collectivités nous aident, si on veut que le partenariat s'enrichisse, que des entrepreneurs viennent sur notre ville, il faut qu'on détermine le cadre. Qu'est-ce qu'on veut pour la Seine-sur-Mer? Donc, dès notre arrivée, nous avons essayé de rendre cohérent une vision de notre territoire pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment on voit notre ville. On a imaginé que tous ces sites à enjeu que nous avions sur le littoral, tous ces aménagements, tous ces quartiers qui se sont développés avec des thématiques particulières, en fait constituaient de véritables pépites. Elles ne sont pas toujours toutes connues, mais nous voulions les mettre en lumière et on a cherché un terme pour décrire ce projet, ce schéma global de mise en valeur du littoral sénois. Et on s'est dit, c'est comme un fil bleu, et un fil qui est émaillé de pépites. Et quelqu'un a dit, mais en fait, ce sont des perles. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le collier de perles. Alors je voudrais vous le dire, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, parce que c'est un peu compliqué quand on est une femme et qu'on parle du collier de perles. Ça connote tout de suite. Donc c'est un homme qui a trouvé ce nom, je tenais à le préciser quand même. Mais c'est bien pour imager ce que je vais vous décrire et je vais vous proposer une promenade parce que c'est vrai que depuis 20 mois que nous avons été élus, nous avons été frappés par un certain nombre de difficultés qui n'étaient pas de notre fait puisqu'on a connu cet épisode du Covid, ce coup double qui a fait qu'on n'a pas pu se voir. Et puis on a enchaîné maintenant avec la guerre en Ukraine. Mais quand même, je pense que c'est important qu'on travaille sur cette rencontre, sur ces échanges qu'on va pouvoir avoir tout au long de notre mandat. Et c'était important. Donc vous avez des petits papiers si vous voulez poser des questions en fin de séance, parce que c'est important d'instaurer ce dialogue direct entre vous et moi pour qu'on comprenne exactement nos orientations. Donc tout d'abord, le territoire de la Seine, c'est un territoire en longueur. Et on se rend compte que si on a 27 km de côte, on a surtout un territoire qui se décline du nord au sud avec des ambiances et des paysages tout à fait différents et des enjeux tout à fait différents. Mais cette forme de littoral et de territoire fait que nous sommes en fait entre des quartiers de Toulon et la ville de Toulon et Saint-Mandrier et tout un système de transit journalier qui va impacter fortement notre territoire. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc nous avons une vingtaine de sites que nous avons identifiés sur cette carte pour montrer les grands enjeux de l'aménagement, des aménagements à venir. On continue, donc on a la première perle, Brégaillon. Alors Brégaillon, c'est la plus étonnante de nos perles, puisque c'est une zone que peu de gens connaissent. Nous avons sur le site de la Seine-sur-Mer un ensemble d'entreprises de portée nationale et internationale. Je veux parler notamment d'Ifremer, qui est un institut scientifique national et qui fait des découvertes absolument extraordinaires, puisque à travers ces engins, donc ça a été notamment le Nautile et maintenant c'est l'Ulysse, il y a des engins, il y a des ingénieurs qui créent des engins pour explorer les fonds de mer de manière autonome jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Et ils ont découvert notamment, vous le savez, le Titanic, et ça se passe à la Seine. Mais s'il n'y avait qu'Ifremer, il y a aussi le CNRS, avec le projet Antares, que je décrirai un peu plus tard sur l'Institut de biologie marine. Nous avons CNIM, qui invente des systèmes pour la défense, et ça se passe aussi à Brégaillon. Nous avons Océanide, avec le bassin de génie océanique, qui fait de la recherche sur toutes les structures
tous les effets au niveau des éléments sur les structures en mer, comme les éoliennes, etc., et qui travaille déjà sur les nouvelles énergies non génératrices de gaz à effet de serre. Et en fait, on se rend compte que Brégaillon, c'est le premier port scientifique d'Europe. Sur le nombre d'entreprises, le nombre au mètre carré d'ingénieurs, sur la production intellectuelle et de la recherche fondamentale ou adaptée à l'entreprise, c'est un site extraordinaire. Son prolongement, on le voit ici, c'est avec l'Institut des métiers de la mer, puisque nous avons le corollaire qui est un centre de formation qui aujourd'hui s'équipe notamment au niveau de la 3D et qui va former des... Alors c'est de la formation d'apprentis jusqu'à Bac+3 sur des métiers qui sont extrêmement en pointe aujourd'hui dans les métiers du nautisme et de la navigation. Et tout ça, ça se passe à la Seine. Donc en haut, vous voyez le bassin d'Ifremer. Mais comme c'est dans une zone de non libre accès, alors c'est un peu du jargon, c'est une zone en fait qui est protégée parce que avec le RoRo, vous savez, avec le port de commerce, en fait les bateaux qui arrivent là n'ont pas franchi la douane. Donc il y a une protection pour empêcher des gens extérieurs à notre territoire et à notre pays d'entrer de manière illicite. Et c'est pour ça que cette zone est totalement fermée, que peu de gens la connaissent. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un secteur comme ça? Alors d'abord, sur ce secteur, il y a le CNRS qui a un projet aujourd'hui énorme et que nous accompagnons. C'est un projet de construction d'un nouvel équipement qui sera un laboratoire où tous les ingénieurs du monde entier, mais déjà de France, viendront pour faire des essais en mer. À la Seine-sur-Mer, nous avons le projet Antares. Est-ce que vous connaissez le projet Antares? Le projet Antares, c'est des câbles qui sont dans l'eau, sous l'eau, et qui repèrent des neutrinos. C'est ça, en fait. C'est un caméscope à neutrinos. Un télescope à neutrinos. Et le télescope à neutrinos, c'est quelque chose qui va identifier des molécules qui ont traversé l'espace, qui vont nous donner une connaissance sous l'eau, mais aussi dans les astres, dans les étoiles. Donc c'est sur de la recherche fondamentale, des expériences qui sont menées pour connaître mieux l'espace et appréhender les nouvelles technologies. Eh bien, ce projet Antares a donné le projet MUST. Son implantation, c'est la plage des Sablettes. Il y a un câble qui part jusqu'au Cap CP et qui étudie ces neutrinos. La base de ce projet, c'est actuellement l'Institut de biologie marine à Tamaris. Vous voyez tous où c'est l'Institut de biologie à Tamaris. Eh bien, en fait, cet institut est équipé au premier étage d'ordinateurs extrêmement performants qui enregistrent toutes ces données. Et dans le nouveau bâtiment du CNRS à Brégaillon, ça va être le câble et qui amène toutes ces données va être transporté jusqu'à ce site de Brégaillon et va être une base qui va accueillir des scientifiques pour étudier ces neutrinos. À côté de ça, donc j'ai rencontré la directrice il y a quelques jours, la directrice du CNRS. À côté de ça, est-ce que quelqu'un connaît le projet 1 km 1 km 3 net? C'est 1 km3 net. C'est un projet que vous avez dû voir dans le journal. Ce sont des expériences sur 1 km cube, pas carré, cube parce qu'on parle de l'eau, qui va être un élément de convergence de tous les scientifiques avec les entreprises pour faire des essais technologiques sous l'eau, donc dans un milieu extrêmement préservé. Je vous dis ça, c'est extrêmement fermé, c'est pour quelques scientifiques extrêmement pointus, mais ça nous donne l'image de ce qui se passe sur notre territoire qu'on ne connaît pas. Sur ce projet du CNRS, il y a notamment les laboratoires de Marseille qui travaillent déjà en partenariat avec l'Ifremer. Il y a l'université de Toulon qui est déjà à former des jeunes étudiants sur cette nouvelle technologie et de manière générale sur la connaissance du milieu marin. Donc ce qu'on attend de ce site de Brégaillon, c'est que ça devienne la base marine du technopôle de la mer. Parce que quand Brégaillon a été ce réceptacle d'entreprises extrêmement performantes dans la recherche scientifique, notamment des fonds sous-marins, l'objectif c'était que le pôle mer, qui est un pôle
Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est en fait pour attirer des entreprises sur un seul lieu et lui donner une identité très très forte. Et là, c'était bien sûr le pôle mer, c'était logique que ce soit dans l'aire toulonnaise. Nous avons Olioul qui s'est positionné et qui a fait la base terre, avec Naval Group qui s'est déplacé à Olioul. Et nous avons, nous, l'occasion d'avoir la base maritime du technopôle de la mer. Donc c'est très important de connaître ce territoire parce que nous avons des enjeux. Alors bien sûr, on est là dans les contrats de plan État-région, donc nous sommes sur des perspectives de plusieurs années, mais c'est important que vous ayez à l'esprit que l'aspect scientifique, qui est issu notamment des chantiers navals, puisqu'on retrouve CNIM, qui sont la suite des chantiers, qui nous a amené beaucoup de technologies et de travail sur les sciences, là c'est le prolongement. Donc nous sommes le premier port scientifique d'Europe et je pense qu'il fallait que vous le sachiez, qu'on se le dise, parce que ça va impacter beaucoup sur les travaux qu'on va mener pour développer notre territoire. Donc ça c'est pour Brégaillon, donc déjà en soi c'est une perle quand même assez rare et assez importante pour le signaler. Ensuite nous avons le centre-ville. Alors bien sûr vous avez connaissance de ce petit cœur historique qui a été construit par toute la culture italienne, par tous les immigrés italiens qui sont venus pour travailler d'abord dans les champs, puis au chantier naval. Et en fait, le cœur historique est assez petit à la Seine-sur-Mer. La typologie architecturale, ces petites rues sympathiques avec des portes en pierre, ça constitue un centre très petit. Dans le temps, le centre de la Seine-sur-Mer s'est beaucoup développé parce que la ville de la Seine, c'est quand même la deuxième ville du département. Et le centre est resté figé dans ce petit cœur historique. Et nous, ce qu'on a voulu faire à travers le projet du centre-ville, c'est de redonner des couleurs à ce centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus la capacité d'attractivité qu'il avait avant. Et notamment parce que, au fur et à mesure, les médecins sont sortis du centre-ville, les services municipaux sont sortis du centre-ville, tout ce qui était administration de manière générale, mais tout ce qui était commerce, a été éclaté à l'extérieur du centre-ville, jusqu'à Grandfrais qui fait une concurrence absolument épouvantable pour le marché du centre-ville. Donc le projet, c'est de redonner des couleurs au centre-ville. On n'a pas des supports énormes, mais on en a, et qui est très très important, c'est la culture. Et donc on a fait une belle rencontre avec un jeune, je ne sais pas s'il est là ce soir, qui a beaucoup de contacts dans le milieu de l'art graphique et notamment sur les conceptions de façades, donc d'œuvres géantes. Et nous avons eu la chance très rapidement de pouvoir implanter un certain nombre de peintures, d'œuvres de cette dimension, comme la Marianne. Vous avez vu notre Marianne sur le port? Vous avez voté pour notre Marianne, j'espère. Bon, c'est bien de suivre. Et donc, à travers ces œuvres monumentales, le but, c'est de retrouver une attractivité qui est complètement différente parce que nous ne réinventerons pas ce qui a disparu. Aujourd'hui, on ne va pas au commerce de la même manière parce qu'on est sur Internet, on ne va pas au marché de la même manière parce qu'il y a des supermarchés. Donc, il faut retrouver une attractivité au centre-ville parce que l'image mentale d'une ville, c'est le centre. Malheureusement, on peut avoir des quartiers aussi jolis qu'on veut, des quartiers aussi dynamiques qu'on veut. Quand on a une image mentale d'une ville, on pense à son centre-ville. Et nous, on a un gros avantage, c'est pour ça que vous avez cette slide, c'est que nous avons un port dans le centre-ville. Mais aujourd'hui, avec les voitures qui passent et qui coupent le centre-ville de son port, et elles le coupent de son plus gros atout, de son plus grand élément de rayonnement et son espace public majeur. Donc l'idée, on va avancer, l'idée c'est de créer un pont qui va doubler, vous voyez sur la deuxième slide à droite, vous voyez le pont mobile qu'on a tous connu, qui est maintenant fixe, il est plus mobile. Et en fait l'idée c'est que ce plan d'eau qui est rectangulaire a une passe de 33 mètres et l'idée c'est de renvoyer la circulation au niveau des esplageoles sur le bord de mer, créer une véritable corniche comme un balcon sur cette rade magnifique. Là, nous avons un point de vue absolument extraordinaire sur Toulon et sur la rade. Et surtout, on peut, à la Seine-sur-Mer, gagner un espace public majeur.
un plan d'eau qui va être le plan d'eau du centre-ville et qui va permettre les usages, qu'on puisse aller se promener autour de ce plan d'eau, qu'on puisse aller en famille, surtout avec les enfants sans avoir peur qu'ils soient écrasés. Mais surtout cette circulation, il faut bien imaginer que la plupart du temps, c'est une circulation de transit. Vous avez peut-être eu des embouteillages pour venir jusqu'ici. Il n'y a pas d'embouteillage à la Seine-sur-Mer, ceux qui disent ça, c'est des mauvaises langues. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous sommes la jonction entre Toulon et Saint-Mandrier, comme je vous disais, c'est le flux et ce sont les mouvements pendulaires qui correspondent à la sortie de la base navale à Saint-Mandrier. Donc avec cette connexion, le matin, on a les gens qui sortent de la ville pour aller vers Toulon pour travailler et puis inversement, le soir, qui rentrent. Donc on est impacté par ce qu'on appelle le plan de déplacement urbain des entreprises. Et c'est ça qui impacte le port notamment, qui est un nœud d'étranglement dans le fonctionnement du port parce que il n'y a plus d'espace pour s'étendre et pour gagner des nouvelles emprises pour pouvoir faire passer les voitures. Donc la solution, c'est bien de renvoyer la circulation derrière le pont mobile, donc l'éloigner suffisamment en mer pour qu'on le voit, on puisse créer des espaces apaisés sur le port aujourd'hui et sur le quai Saturnin-Fabre plus particulièrement, qui vont se connecter avec le centre historique. Et ça, c'est un projet qui est tout à fait abordable. C'est juste que sur le financement, là, nous sommes sur des contrats de plan État-région. Donc, ce sont sur des financements qui sont tous les 6 ans. Là, c'est 2022-2026. Et donc, il faut travailler avec toutes les collectivités pour réussir à sortir ce projet. En plus, l'important, c'est d'avoir à cet endroit un ouvrage qui fasse sens. C'est-à-dire que nous qui sommes issus de la construction navale, notre ville a cette image et cet héritage. C'est un ouvrage qui pourrait aussi faire sens et devenir un élément de curiosité et de tourisme. Donc il faut avoir à l'esprit que tout ce qu'on va produire aujourd'hui, c'est pour rendre agréable et accessible notre territoire. On peut continuer. Donc pour faire ça, si on fait un pont, les voiliers ne peuvent plus sortir, hein. Parce qu'alors, on a commencé à réfléchir. Hein. Est-ce qu'il faut faire un pont mobile, un pont tournant, où on pourrait mettre les emprises? Alors, je vous rassure, pour l'instant, on est vraiment dans le cadre des études parce qu'il fallait déjà vérifier qu'on avait les emprises, ne serait-ce que pour faire les rampes d'accès et donc déterminer les hauteurs. Mais on ne pourra pas monter le pont à 10 mètres de haut pour faire passer les petits voiliers. Donc, en fait, le corollaire, c'est qu'à l'espace Grimaud, on puisse faire ce qui a été prévu un temps, mais bon, on voit qu'avec le temps, les projets naissent, disparaissent. Mais donc là, c'est le projet le plus cohérent, c'est de reprendre le plan d'eau qui est derrière, pour ceux qui connaissent, le quai d'armement, avec l'installation des voiliers à cet endroit-là. Ce qui aurait aussi le mérite de faire travailler tout ce secteur d'entreprise, c'est un secteur qui attend d'avoir la présence de bateaux et un port de plaisance particulièrement pour pouvoir avoir une activité un peu florissante. C'est ce qu'on leur avait promis, il y en a beaucoup qui se sont installés là et qui sont aujourd'hui en difficulté. Et si on veut garder de l'emploi sur notre territoire, ça fait partie des projets qui sont simples à réaliser puisqu'on n'est pas dans la création d'un nouveau port, on est dans le déplacement ou l'extension du port du centre-ville. Et là, du coup, on n'a pas les procédures lourdes qui vont nous contrarier. On peut le faire dans le cadre de la DSP, puisque vous savez que la métropole a lancé une DSP pour gérer tous les ports de la rade de Toulon. Et là, ça fait partie des objectifs de la DSP. Donc ça, c'est une opération en cours. On continue. Le parc de la Navale. Alors, on a remis le parc de la Navale parce qu'on a des sujets sur le parc de la Navale et notamment sur le bien vivre ensemble. Il est évident qu'à la Seine-sur-Mer, on a une espèce de désaffection, de désamour parfois, des Sénois pour leur centre-ville. Et pourtant, c'est un centre qui a des attraits et des atouts importants, notamment avec ce parc qui a été réalisé. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est que ça redevienne vivant. Donc, ça fait partie des animations qu'on a pu installer, le street workout notamment, avec des pratiques, donc on le voit là, avec des pratiques assez étonnantes, parce que là, pour le coup, on découvre que, parce qu'on dit on met quelques agrès, bon, est-ce que les gens vont vraiment venir? Et puis finalement, on se rend compte que c'est occupé du matin, de la première heure, jusque tard le soir, voire dans la nuit.
Parce que les gars, ils viennent avec des logiciels, ils ont pris des modèles d'entraînement sur Internet et ils font leurs propres entraînements sur les agrès. Alors dans la journée, c'est un peu les petits qui les occupent, c'est tout public, mais ça marche très très bien. Et c'est vraiment pour vous dire, c'est un objectif d'animer notre ville. Parce que c'est bien d'avoir des grands espaces et d'avoir des équipements, mais s'il n'y a personne pour faire vivre et pour retrouver de la convivialité, eh bien, pour moi, on n'a pas atteint notre objectif. Donc, avec des projets pour le volet, etc., ça c'était spécialement pour Daniel. Ensuite, on a l'atelier mécanique. Le NPNRU, on n'en parlera pas? On ne l'a pas mis? Après? Alors, je voudrais juste dire un mot pour le NPNRU, parce que sur le centre-ville, on a aussi un programme dont on vous a parlé. On vient de signer la convention avec l'État, avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA. C'est très important parce que à travers ce projet, on a des financements qui vont arriver, notamment de l'État, de la région et des collectivités comme le département et la métropole. C'est important parce qu'en fait, on s'est emparé de toutes les structures qui pouvaient permettre des financements. On a bien conscience que nous, Ville de la Seine-sur-Mer, on a des finances qui ne sont pas extrêmement florissantes. En revanche, premier objectif, c'est trouver quelles étaient les sources de financement qui n'étaient pas nous, mais dont on pouvait bénéficier. Et en fait, il se trouve qu'il y en a, et notamment à travers ces programmes, et là, pour le coup, c'était l'ANRU. Donc, dès mon arrivée, ça a été un des travaux prioritaires, c'était de recomposer, à partir de la convention qui avait été envisagée, de recomposer la convention et le projet par rapport à ce que nous proposions comme idée force. L'idée force, c'était de maintenir l'activité du cours Louis Blanc. Ça, c'était le principal attrait du centre-ville, c'est le cours Louis Blanc. On a tout fait pour réussir à le garder en vie et à le rendre attractif. Dans d'autres formes que traditionnellement, les gens qui vont au centre-ville, même en semaine, pour faire leurs courses. Il faut de l'animation, il faut qu'il s'y passe des choses. J'ai vu tout à l'heure les perles de Tamaris qui s'y sont installées pour déguster les produits locaux. Et nos produits locaux, on en parlera tout à l'heure, ce sont notamment les coquillages. C'est important de se dire, voilà, on a cet atout et on va le mettre en valeur. Mais de manière générale, sur le NPNRU, c'est une manière de financer des opérations. Un, pour de la réhabilitation de logements, c'est-à-dire qu'on a des programmes où on va identifier des immeubles, où on va faire des réhabilitations. Et deux, donc avec la puissance de l'État, des financements de l'État, mais aussi à travers le POPAC, on peut, et le PUP, j'adore, hein, mais j'en ai plein comme ça, on va associer les investisseurs qui voudront venir investir à la Seine-sur-Mer. Parce que pourquoi je vous présente tout ça et pourquoi j'avais besoin de vous le montrer à vous? Parce que c'est notre document, c'est un peu notre livre pour valoriser notre action, qui va être présenté aux collectivités, comme vous l'avez compris, pour qu'elles nous financent des opérations, mais aussi par rapport à des partenariats privés, où des gens vont pouvoir venir investir, où la force publique ne peut pas intervenir. Et notamment dans le centre-ville, il y a beaucoup d'opérations, et c'est ce que je vante quand je vais faire des colloques, etc., sur l'immobilier. S'il y a bien un endroit qui va être dynamique et où il va falloir investir, c'est le centre-ville. Parce que le foncier est tout à fait accessible, et notamment derrière, il y a des aides qui vont pouvoir faire rebondir les financements qui ont été mis dans ces immeubles. On a envie de relancer le centre-ville pour toutes les raisons que j'ai identifiées tout à l'heure. Donc nous en étions, parc de la Navale, ça c'est vu. L'atelier mécanique. Alors en partant un petit peu plus loin, on a quand même un monument de notre histoire industrielle, c'est l'atelier mécanique. Alors cet atelier mécanique, je sais que pour ceux qui vivent à côté, c'est compliqué parce qu'il est en totale déshérence. Sachez que c'est compliqué pour nous parce qu'aujourd'hui, il y a un procès, on arrive sur une situation qui est quand même complexe. Donc, je ne peux pas en dire plus, sauf que nous avons continué à travailler sur, la programmation de ce lieu. Qu'est-ce que peut être un lieu de cette dimension aujourd'hui, avec une programmation bien sûr intéressante. Et surtout, on s'est questionné sur un programme intéressant
Et nous avons essayé de garder la société qui était déjà pressentie, qui avait un permis de construire sur cet ensemble. Et on a essayé d'orienter sur le projet d'une cathédrale d'images, parce que sur les 3 nefs, forcément, il y en a une qui n'a pas vue sur la mer. Donc l'idée, c'est de faire un espace extrêmement convivial et actif, avec un programme qui va intéresser des locaux, des visiteurs, des touristes, qui va rendre attractif ce projet, ce site sur un projet tout à fait original. Et il y a dans l'air du temps, aujourd'hui, sur les structures industrielles, des programmes de tiers-lieux, en fait, où on peut trouver à la fois des espaces de restauration, des espaces ludiques, des nouvelles activités liées à des outils culturels et touristiques, comme une cathédrale d'images. Donc, on avance ce projet. Vous voyez, alors bien sûr, avec tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui sur les nouvelles technologies, parce que sur un bâtiment comme ça, il faut être tout à fait en pointe. Aujourd'hui, ce qui va faire sens et ce qui va attirer, c'est ce qui va être exceptionnel. Tout autant que ce soit le site lui-même qui est exceptionnel, il faut bien le dire, on est devant la mer, on a un bâtiment industriel immense, que sur ce qu'on va y découvrir, donc les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, etc. Il faut s'emparer de ces sujets, mais bien sûr, il faut trouver des partenaires pour le faire. Et surtout, tout d'un coup, on a un autre atout, c'est le bâtiment des CNIM en face, les escaliers mécaniques, pour ceux qui connaissent. Qui connaît les escaliers mécaniques ? Dedans aussi, vous avez vu ce qui se passait dedans ? Ah. Parce que alors là, on a un site absolument extraordinaire qui est 4 fois l'atelier mécanique. Et on voit sur cette diapositive, en fait, le violet en haut, c'est l'atelier mécanique. On a le grand parvis qui est devant, qu'on voit en bas, là. Et puis derrière, on a ces corps de bâtiments pour 40 000 mètres carrés. C'est énorme. Et donc, on se dit, mais à ce niveau-là, à cette échelle-là, il faut réfléchir sur l'ensemble de ces deux terrains, en fait. Parce que ça crée carrément un quartier de ville. On n'est plus à l'échelle, on va faire dans le bâtiment un programme. Il faut qu'on mène cette réflexion. Et cette réflexion, aujourd'hui, on la mène avec un chargé de mission alors c'est un peu du jargon, hein, un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, parce qu'encore une fois, il faut que nous définissions le projet, le programme général, et ensuite, il faut qu'on fasse appel à des sociétés qui, elles, ont l'envergure, ont la dimension pour installer des aménagements qui correspondront à ce qu'on veut sur une dimension aussi importante, c'est-à-dire avec les montants qui vont avec. Donc aujourd'hui, la réflexion sur cet ensemble-là, c'est de valoriser bien sûr l'ensemble de ce site et surtout sur les dimensions. Alors je suis un peu déçue parce qu'il faudra qu'on pense à mettre des photos de l'intérieur. Bon après, ceci dit, si je vous montre tout, après vous n'aurez plus rien à découvrir le moment venu. Et puis ça ne sera plus des perles, ce sera plus caché, etc. Donc tout le monde saura qu'on a des pépites à la Seine-sur-Mer. Mais voilà, ça fait partie des enjeux majeurs de notre travail. Et aujourd'hui, on a la chance que l'établissement public foncier, l'EPF, pour ceux qui connaissent, qui est un organisme d'État qui aide les collectivités à acheter des fonciers. Et jusqu'à présent, c'était dans un but de faire du logement. Et nous, on ne voulait pas de logement, donc on avait du mal à les mobiliser. Mais là, maintenant, ils s'occupent des fonds qui sont des friches historiques. Donc, on est déjà en négociation avec eux. On va signer une convention cadre, là, ce mois-ci. Parce que ça veut dire quoi? C'est qu'avec les CNIM qui sont aujourd'hui en difficulté, on a engagé une discussion pour racheter un certain nombre de fonds, de fonciers. Et ça fait tout à fait partie des choses qu'il va falloir que nous tenions en attendant d'avoir ce projet global. Donc, nous travaillons à la définition de ce programme, sachez-le, avec des urbanistes, avec des gens qui sont des professionnels de l'aménagement qui ont travaillé, que ce soit à La Défense ou sur Marseille Euromed. Et donc, on est en train d'essayer de faire converger toute l'intelligence qu'on peut trouver dans ces domaines-là sur le territoire de la Seine.
Bon, c'est sûr que là, ce sont des projets qui sont un petit peu plus longs, surtout sur le montage des appels à manifestation d'intérêt, puisqu'il faut qu'on ait vraiment défini le programme pour que les gens puissent vraiment soumissionner. Donc voilà, et ça, c'est vraiment notre site à enjeu principal. Ensuite, Lance Balaguier. Alors ça, c'est que du bonheur. C'est un site absolument extraordinaire. C'est une belle endormie. On a l'impression de se retrouver dans un petit port de pêche hérité de Provence. Hein. Il a un caractère provençal tout à fait exceptionnel. Il est quand même entre deux forts, et ça vous le savez, entre le fort Les Guillettes et le fort Balaguier. Ça a été le siège d'une manifestation qu'on voulait faire, qu'on avait annoncée autour de la libération de la rade par Bonaparte, parce que nous avons cette fierté historique que Bonaparte est venu libérer les Toulonnais à partir de la Seine. Donc alors il y a des Toulonnais qui ont apprécié moyennement qu'on s'empare de cette histoire, parce que c'est notre histoire. Hein. Si Toulon est là, c'est parce qu'on les a sauvés. Autrement, à Toulon, ils parleraient anglais, hein, soyons clairs. Et donc, on a décidé de faire valoir que des grands hommes sont venus à la Seine-sur-Mer. Et donc, je ne vous raconterai pas de nouveau cette histoire, mais ça fait partie de notre fierté aussi d'avoir été, nous, d'avoir joué un rôle historique, mais sur l'histoire, la grande histoire, l'histoire universelle, nous avons notre part. Et cette anse de Balaguier, notamment à la suite, le fort de Balaguier, c'est vraiment notre patrimoine, notre bijou qu'il faut chérir le plus. Parce que c'est le symbole, mais c'est aussi un site absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce fort Balaguier? D'abord, on l'a acheté. Parce que ça faisait longtemps que tout le monde en parlait, on ne savait pas. Mais on l'a acheté. Alors, je vais vous le dire avec des délais de paiement, hein, parce qu'il faut tout dire hein, maintenant. Donc, on n'a pas cassé la tirelire, hein, on le fait tranquillement. Mais surtout, on a la chance que la région nous ait proposé très rapidement de devenir une des étapes du projet Neptune. Alors, le projet Neptune, c'est un projet qui est financé par l'Europe, donc il faut le dire hein, quand ça se passe bien. C'est le projet Maritimo. Et en fait, c'était sur cette pépite qui est la découverte des fonds sous-marins, mais de manière générale, la plongée. Et en fait, il y a 5 étapes. Donc, il y a Nice, il y a Monaco, il y a le Lavandou, il y a Marseille et il y a nous. Et chaque étape s'empare d'un sujet qui correspond à son histoire. Et nous, on a décidé de s'emparer de la découverte, de la plongée sous-marine, et notamment par 3 vedettes, je dirais 3 super vedettes, qui sont Taïez, Dumas et Cousteau, qui sont les mousquetaires, qui ont œuvré parce que, en fait, il y en a, je crois que c'est Dumas qui ne travaillait pas, qui est pour la marine, mais les 2 autres étaient dans l'armée, et qui ont fait au large de la Seine. Bon, alors il y en a qui disent c'est au large de Sifour. Puis il y en a d'autres qui disent c'est à Sanary. C'est juste qu'ils habitaient à Sanary. Dumas, il habitait à Sanary. Bon, ils sont tous allés acheter une maison à Sanary. Mais c'est ici, dans la rade de Toulon, au large de la Seine, qu'on a fait les premières expérimentations. C'est-à-dire avec les masques, tous les essais avec la chambre à air et le morceau de verre. C'était ici. Et à la Seine-sur-Mer. Et ça a généré, en plus, de la technologie, puisque derrière, il y a Air Liquide, etc., des sociétés qui sont nées à partir de cette expérimentation, de ces expériences. Et bien, c'est cette histoire qu'on a décidé de raconter. C'est-à-dire cette découverte des fonds sous-marins et notamment la captation d'images. Parce qu'on a trouvé, et notamment au Cefismer, donc on a un partenariat avec la marine, avec bien sûr le Cefismer qui est tout le bras armé de cette découverte des fonds sous-marins. On a la possibilité d'acquérir, ils nous prêtent du matériel. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé visiter tout le matériel qu'ils avaient à nous prêter pour installer à Balaguier. Et puis on s'est dit quand même, bon c'est bien, donc le projet c'est de faire de l'installation, de voir des objets, mais le fond, ce que va faire la région, c'est qu'ils vont financer des bornes interactives dans lesquelles on mettra un masque et on va se promener sous l'eau. On n'aura plus besoin de mettre une combinaison des palmes, on va avoir une immersion totale. Donc ça, ce sont 2 bornes qui seront installées à Balaguier. Et la 3e, en fait, ça va être une découverte d'épaves avec une prise d'images, alors je ne sais plus combien de milliers de prises de photos ils ont fait sur une épave pour réussir à l'explorer de toutes les manières possibles et imaginables. Donc avec un sticker, vous allez pouvoir
vous vous déplacez comme si vous y étiez, mais en virtuel, comme dans un jeu vidéo. Et ça, c'est de la haute technologie, donc c'est la région qui nous la met à disposition. Et à côté de ça, nous allons, ville, faire un aménagement, ça va s'appeler le Nouveau Balaguier, où nous allons pouvoir présenter ces objets et vous faire découvrir des tas d'histoires, comme le travail de l'Ifremer qui a découvert le Titanic, mais aussi, on en parlait, le Magenta, avec un bateau, une épave qui a été coulée, dont on a retrouvé des objets dedans. C'était à l'époque le trésor du roi qui a coulé, vous imaginez. Et puis il y a eu une première plongée, ils n'ont pas tout redécouvert, et là ils ont redécouvert des choses, et on a un partenariat avec le Louvre pour pouvoir présenter cette épave et ces travaux. Donc ce sera passionnant, et ça c'est le 1er juillet. Donc je vous disais, il y en a, c'est plus long, et puis il y en a, ça va prendre tout de suite effet. 1er juillet, inauguration du Nouveau Balaguier, 9 juillet, en présence du président de la région, notamment, nous inaugurerons le projet Neptune. La corniche de Tamaris. Alors là, on rentre dans ce qui est sensible. C'est un peu le serpent de mer, la corniche de Tamaris. Donc sachez que c'est parti. Alors on n'ose plus le dire, hein, parce qu'on nous l'a annoncé tellement souvent. Mais là, c'est parti. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons eu déjà une réunion publique en janvier. Nous avons eu déjà 2 copiles, c'est-à-dire que c'est le comité de pilotage qui se réunit sur les propositions du maître d'œuvre. Donc, c'est le paysagiste qui a gagné le concours. Et ce matin, on y était encore. Et le 25 mars, on vous présentera à la Bourse du Travail l'esquisse, on va dire, le démarrage du projet. Et c'est quoi l'aménagement de la corniche de Tamaris? C'est en fait 30 millions d'euros qui ont déjà été notifiés. C'est un projet qui est porté par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. C'est un projet qui va essentiellement consister à requalifier toute la voirie sur 4,7 km, mais pas que. Ça veut dire qu'il va y avoir un travail sur les mobilités, que ce soit la route, les modes doux, c'est-à-dire les transports en commun, pistes cyclables, les trottoirs, mais aussi la requalification des eaux, puisqu'on sait que la pollution, notamment du fond de la baie, est liée au lessivage des sols et avec tous les hydrocarbures liés à la voiture. Mais c'est surtout 10 sites qui sont identifiés, qui égrènent ce projet de la corniche de Tamaris. Donc là, vous avez quelques photos d'ambiance de ce qu'on pourrait attendre, mais je ne vous en dirai pas plus. Comme ça, vous venez à la Bourse du Travail le 25. Et on en reparle et je vous montrerai beaucoup plus d'images. La Villa Tamaris Pacha, que tout le monde connaît, bien sûr, tout le monde la fréquente. Haut lieu culturel, qui a été bien sûr construite par Michel Pacha. Et on a réussi à réorienter la programmation pour ce qui était de l'art conceptuel qui n'était pas super accessible au grand nombre, on va dire ça. Vous y allez souvent à la Villa Tamaris Pacha? Et bien maintenant, vous allez pouvoir y aller, mais souvent. Parce qu'on a réussi à avoir une programmation sur l'image et sur la photo, mais à un niveau international. Donc on a eu Yann Arthus Bertrand. Maintenant, on a Rancinan. J'espère que vous êtes allés Voyage en démocratie. C'est une exposition extraordinaire. Et nous allons bientôt avoir une exposition sur le Portugal pour l'année France-Portugal. Donc je vous invite à y aller. On a la chance d'avoir cet équipement et qui rapidement a été mis en énergie, en synergie avec notre volonté de faire de tous les sites que nous avons sur la Seine-sur-Mer des vrais lieux de rencontre et des vrais lieux patrimoniaux intéressants. L'Institut de biologie marine. Ça aussi, c'est un bâtiment. Il a fermé en 2008. J'ai vu son ancien directeur tout à l'heure. 2008, il a fermé. Et depuis, il se dégrade. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, je vous ai dit, il y a de la lumière en haut parce qu'il y a le projet Antares, mais il va être transféré. Et c'est quand même magnifique, ce bâtiment. C'est à l'image des palais modernes d'Istanbul, sur le Bosphore. On a exactement cette architecture. Celui-ci est un peu plus arabisant. C'est de l'architecture turque, mais plus d'Afrique du Nord, en fait. Orientaliste, plus d'Afrique du Nord. Et en fait, mais la conception sur le bord de mer, comme ça, avec son reflet dans l'eau, ça se voit surtout, bien sûr, quand on passe en bateau. Et là, l'Université de Lyon a décidé, alors maintenant, c'est son nouveau président, hein, parce que l'ancien, il n'aimait pas le patrimoine, il voulait vendre. Et vous savez qu'il y a eu un procès, alors je vous passe les détails, sauf que la bonne nouvelle,
c'est que le procès qui nous faisait perdre dans un premier temps, enfin qui faisait perdre l'Université de Lyon, hein, moi je me suis identifiée à eux, ça. Mais au début, donc, on perdait, et ensuite ils ont fait appel, changement de président, ils gagnent. Mais ce qui est bien, c'est qu'avant c'était sur la physiologie marine. Maintenant, il n'y a plus de secteur physiologie marine, ça n'existe plus. Mais ça a donné l'occasion de déterminer que le programme pouvait être beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ce n'est pas un centre universitaire stricto sensu, c'est-à-dire où il y a des élèves et des enseignants, ça peut être aussi un centre de recherche. Et c'est justement ce que veut faire l'Université de Lyon. On les a reçus parce que pour créer la synergie, en fait, très sincèrement et très pragmatiquement, le projet, c'est 6 millions d'euros. Ils en avaient 3 et il a fallu prendre son bâton de pèlerin pour trouver les 3 autres. Alors la région est venue très facilement parce que c'est de la recherche, c'est de la connaissance, c'est de l'enseignement, ils sont venus facilement. Mais il a fallu quand même mobiliser la métropole et le département. Et en fait, en mettant tout le monde autour de la table, c'est-à-dire Université de Lyon, l'Université de Toulon, il y a Aix-Marseille, il y a Centrale-Marseille et il y a l'Université Toulon, Marseille il y en a 2, Lyon et nous. Et la Marine, pardon. Donc il y a 5 partenaires avec nous. Et donc l'idée, c'est de faire un centre de recherche, pas un centre de recherche, un centre de rencontre de chercheurs. En fait, à un moment, les chercheurs du monde entier ont besoin de se retrouver pour échanger sur les travaux, pour faire des écrits, de faire des parutions, et donc, ou pour faire des séminaires, ou pour avoir une classe particulière. Et ce sera dans ce projet. Donc, on garde la façade historique, enfin tout le bâtiment historique, et derrière, où il y a les ateliers, les anciens laboratoires, en fait, ça va devenir un amphithéâtre de 150 places à peu près, avec une salle de restauration, parce que quand il y a des chercheurs, il y a des étudiants, il faut qu'à un moment, il se passe quelque chose. Et surtout, ce qui nous intéressait, nous, c'est que ce lieu soit ouvert et dynamique, que ce ne soit pas juste comme on l'a connu, fermé, désolé hein, pour le directeur, mais l'idée, c'est que ce bâtiment soit ouvert et qu'il soit vivant. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Aujourd'hui, on a le financement, on attend les projets, c'est normalement le démarrage 2023, donc on est dans les rails et on a là un outil de rayonnement. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce que je vous disais au début sur la recherche. Si on a le premier port scientifique d'Europe, on a là un centre de rencontre de chercheurs et de scientifiques. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le directeur d'Ifremer et j'en ai parlé à la directrice du CNRS en disant il faut qu'on monte un événement qui va parler de cette histoire. Parce que c'est toujours pareil, il faut qu'on raconte une histoire. Et celle-là d'histoire, elle est extraordinaire. C'est Michel Pacha qui construit ce bâtiment pour le professeur Raphaël Dubois, qui était un spécialiste de physiologie marine. C'est lui qui a travaillé sur la bioluminescence. Ses travaux font encore date aujourd'hui pour les jeunes chercheurs. Donc, il y a même une enseignante qui est spécialisée là-dedans, qui a voulu me rencontrer et qui veut me rencontrer pour qu'on en parle. D'accord. Mais vous imaginez que tout ça, ça se passe chez nous? Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. On pense toujours que la Seine, c'est la misère, qu'on n'a que des banlieues. Mais on a tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de symboles. Et vous savez, quand j'ai mis tout le monde autour de la table, on était en mairie, on était tous comme ça, parce que, bien sûr, du coup, le monde de l'entreprise, bien sûr, il y avait CITEC, il y avait les écoles qui forment des ingénieurs à la mer, il y avait TVT, parce qu'il faut un lien avec l'entreprise, parce qu'il faut que, là aussi, ça débouche sur des choses dynamiques avec le territoire. Ils étaient tous contents et ils ont tous déterminé que c'était un totem ici à Tamaris, un totem. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas ici qu'on va faire de la recherche fondamentale et qu'on va faire des cours. Mais c'est ici que les universitaires entre Marseille et Nice et Lyon vont pouvoir se retrouver. Parce que finalement, on est le centre du monde. N'est-ce pas, hein? C'est bien ça. Je sentais ça, je sentais. C'est la fierté sénoise. Bon voilà, donc là vous imaginez bien, c'est une fierté et là le permis est acté, on est en train de travailler, mais le programme aussi, maintenant le problème c'est l'université, donc c'est un peu plus long que nous. Nous à la mairie c'est beaucoup plus rapide, bon voilà, c'est l'université. Alors la prochaine, la baie du Lazaret. Donc la baie du Lazaret, on en parlait,
l'aquaculture. Alors vous savez que c'était pas évident en arrivant de se dire, bon, on a une activité, l'aquaculture, ils sont en difficulté, parce qu'il y a toujours ce problème de la qualité des eaux qui est un peu une épée de Damoclès. Il y a des terre-pleins et des dégustations avec des entrepreneurs qui ont envie de bien faire, et je voudrais avoir une pensée pour Jean-Christophe Giolle, je ne sais pas s'il est ici, qui a pour la 5e fois obtenu la médaille d'or pour ses huîtres au Salon de l'Agriculture. Je pense qu'on peut l'applaudir, même s'il n'est pas là. Et quand la ministre est venue, Annick Girardin, qui est venue en septembre dernier, on est allé déguster chez Olivier Otto un poisson. Donc il avait reçu tout le monde en grande pompe, alors que ce n'est pas tout à fait légal, on n'a pas le droit de manger sur les pontons. Mais il a été tellement convaincant, donc bien sûr vous imaginez, préfet maritime, toutes les huiles avec le ministre, Madame la ministre. Et en fait, à la fin du repas, elle a dit « Banco, il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour qu'on arrive à faire de la dégustation sur les parcs à moules. » Je pense que ce serait un atout fabuleux que de pouvoir faire ça. Parce que là, c'est vraiment une spécificité qui est à Tamaris, donc vraiment chez nous. On a des produits de qualité, on a des exploitants qui se donnent beaucoup de mal. Et c'est une image au niveau touristique. Ça peut être un levier énorme. Donc, nous, on essaye de pousser là-dessus. Et surtout quand on sait que la biodiversité en Méditerranée est en train de chuter et que le problème de l'aquaculture va devenir de plus en plus pertinent. C'est-à-dire que le sujet de l'aquaculture, de savoir comment on va nourrir les habitants autour de la Méditerranée alors que les poissons ne font que, enfin la diversité des poissons ne fait que chuter, c'est vraiment une thématique de société. Aujourd'hui, il faut qu'on crée notre alimentation de demain pour tout le monde. Donc c'est un sujet qu'il va falloir vraiment avoir en ligne de mire. La Petite Mer, le port de la Petite Mer. Alors le port de la Petite Mer, quand on arrive, on se dit « oulala, ça c'est un site qui a été historiquement, c'est du remblai, il y a eu beaucoup de complexité liées aux envasements, aux dimensions, aux profondeurs, etc. Mais c'est un port qui vit. C'est un port où il y a des gens qui ont des petites embarcations. C'est absolument charmant, c'est un des plus beaux sites de la Seine-sur-Mer. Et là, je pense qu'il faut juste mettre un peu d'ordre sur les usages, parce qu'on a tout à la fois des bateaux qui viennent s'amarrer ici, qui ne répondent pas aux critères donc, du port de plaisance, avec toutes les difficultés qu'on a quand on se retrouve avec, à chaque fois qu'il y a une largade, là c'est encore l'exemple pour ceux qui viennent de Tamaris, on en a plein sur les rochers, c'est une catastrophe. Et ça nous coûte beaucoup d'argent à les faire enlever. La marine nous aide beaucoup parce que seul on ne peut pas, mais c'est surtout qu'il va falloir réglementer. Soit les gens rentrent dans le port de la Petite Mer, soit ils pourront être comme dans un port abri pour 72 heures. Et après, il faut qu'ils reprennent la mer et qu'ils retournent sur leur port d'origine. Donc le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de moyens, notamment au niveau de la gendarmerie nationale. Je vous dis tout ça parce que j'ai eu une réunion il y a 10 jours, donc ça fait partie de tous les sujets qu'on traite tout à la fois. Et l'idée, c'est vraiment d'agir avec le préfet maritime qui est extrêmement attentif à ce qui se passe à la Seine-sur-Mer. Je tiens à le dire parce qu'il nous aide énormément, et notamment sur ces problématiques d'épave. Et la réglementation, on espère bien arriver d'ici peu à faire bouger les choses. Le village de Pouillon. Alors ça aussi, on en a tellement des pépites qu'à la fin, enfin des perles, on ne sait même plus les énumérer. Le projet, le village de Pouillon, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur le patrimoine de Tamaris, les grandes maisons, la station balnéaire du 19e, etc., l'architecture éclectique. Mais là, sur le village de Pouillon, on a quelque chose qui est encore plus extraordinaire, c'est le patrimoine balnéaire du XXe siècle. Ça existe encore moins qu'ailleurs. Bon, alors il n'est pas en super état, d'accord. Parce qu'en fait, c'était dans les années 50. C'est Pouillon qui construit le village des Sablettes après la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Et il le fait avec les chutes de pierre du port de Marseille. Pour que le logement ne coûte pas cher. Il rapte au passage le projet à des locaux qui avaient gagné le prix, c'est pas grave. On va dire c'est pas grave, parce qu'il amène un grand nom sur un site absolument exceptionnel. Je le dis parce qu'en général, bon, on parle de Tamaris, on parle du centre-ville, mais les Sablettes, l'architecture des Sablettes est assez extraordinaire. Et donc, j'ai eu l'occasion de venir avec la DRAC, Madame Lefebvre, la directrice de la régionale de l'action culturelle, lui faire visiter. Et bien, c'est ça qu'elle a retenu le plus incroyable, parce que c'est un véritable ensemble, c'est construit comme un village, avec des concepts architecturaux tout à fait étonnants pour l'époque.
à une époque où c'était constructiviste, vous savez, c'était le plan de bar, on faisait des bars, des tours. Pouillon, lui, il a construit avec de la pierre, du bois, de la céramique. En fait, il voulait quelque chose d'humain, avec des matériaux qui seront éternels, comme on retrouve des sites antiques avec de la pierre taillée, etc. Donc, ils ont créé une machine à tailler les pierres avec son ami Marc Serroux. Et ils ont essayé de rendre industrielle la taille de la pierre et la production de bâtiments en pierre. C'est absolument incroyable, c'est de grande qualité. Alors, vous avez vu qu'avec nos moyens, on a commencé à faire les sols. Et la DRAC nous a proposé de faire un inventaire de ce patrimoine pour nous donner après des moyens pour la réhabilitation. Pour ceux qui habitent aux Sablettes, il faut le savoir quand même, vous êtes dans le secteur de l'AVAP, enfin maintenant qui a changé de nom, c'est le site remarquable patrimoniaux, SPR. Et donc, vous pouvez avoir des subventions, des aides. Je le dis parce qu'on a toujours décrié l'AVAP, c'était une espèce de sanction pour les gens qui avaient des maisons qui étaient classées. Mais en fait, ça ouvre à des aides et à de la défiscalisation, donc il faut se renseigner. Et nous, on est très très fiers d'avoir ce patrimoine aux Sablettes, en plus de la beauté de la plage, qui suit. C'est pas mal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui habitent très très loin du côté de Carqueiranne. Hein, c'est bien quand même. Non, mais il faut faire un peu de la pub, hein, parce que je suis toute seule, autrement je me sens vraiment toute seule. Donc ce paysage magnifique de la plage de sable des Sablettes, alors je vous dis, c'est une des plus belles plages du Var. J'ai pas dit la plus belle, hein, je dis une des, mais bon, à part la Londe, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. C'est surtout qu'il n'y a pas de route derrière. D'avoir un parc derrière une plage, c'est absolument extraordinaire. Une plage de sable blanc, naturelle. Et d'autant plus que maintenant, on fait le retroussement du sable pendant l'hiver. On fait la dune pour protéger, on a enlevé les blocs de béton là. On avait l'impression qu'on était toujours à se protéger de la guerre, qu'on était en guerre, on attendait le débarquement, on avait ces plots en béton, c'était affreux. Donc maintenant, on fait la dune pour l'hiver. Et l'été, on recharge la plage de Marviveau avec du sable naturel de la plage. En fait, il y a une... Merci. Merci. En fait, il y a des études qui montrent que dans la baie, il y a des courants, il y a des endroits où il y a des bancs de sable, et qu'il suffit de regarder en fait ce qui se passe et on comprend. Donc, on a un phénomène, puis tout le monde le connaît, alors les Sénois le connaissent parfaitement. La plage, un coup, c'est la plage de Marviveau qui s'en va dans le port de Saint-Elme. Un coup, ça revient. Mais ce mouvement-là, il y a un moment, il faut qu'on trouve des solutions pour rendre pérenne la plage, parce que la plage de Marviveau, c'est plus qu'un équipement touristique. C'est un lieu de sociabilité. Vous allez toute l'année à la plage de Marviveau, il y a des gens qui se baignent, des gens qui se promènent, des gens qui parlent. Ça devient, c'est beaucoup plus qu'une plage comme un outil touristique. Donc, on a essayé de trouver des solutions et nous avons agi avec mon ami Jo, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est malade. Nous avons tout de suite agi au niveau de la métropole en disant arrêtez de payer chaque année les frais pour déblayer le port de Saint-Elme, des Posinonies et du sable. Trouvons le bon moyen pour que ça soit un peu pérenne. Et donc, vous avez vu, on le voit là-haut, on a commencé les travaux sur le port de Saint-Elme. C'est un projet à plus d'1 million d'euros. C'est une première ébauche parce qu'en fait l'idée c'est qu'on creuse le canal d'avivement pour voir comment ça va se comporter. On va mettre 3 accès des passerelles en métal pour aller aux bâtiments, aux préfabriqués là, qui sont le centre de plongée et les bateaux. Et donc on verra ensuite comment ça va se comporter cet été et comment on va s'adapter. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de creuser un petit peu plus profond que le fond du port et que le fond de la baie, du petit port là où il y a les bateaux, pour que ça devienne un véritable piège, et notamment pour les Posidonies. On verra si l'effet est là, mais en tout cas, là, vous pouvez être sûr qu'on a commencé à agir, et surtout parce que les odeurs en plein été sur le port de Saint-Elme, puis ça commençait de plus en plus tôt, donc c'était juste insupportable. C'est un petit bijou, ce port de Saint-Elme, c'est un petit bijou, quand on le voit sur la photo, là, c'est une carte postale, c'est le port idéal de la Méditerranée. Et c'est ici, et c'est charmant. Mais quand on a des pêcheurs qui n'arrivaient plus à sortir parce que leur bateau était posé sur le sable, c'est absolument pas productif. Donc on continue le sentier sous-marin. Alors en partant un peu plus loin, parce que nous on a la chance d'avoir, comme on le voit depuis le début,
un paysage au nord très industriel, et plus on descend, et plus on va vers la nature. Et là, les gens qui viennent de Carqueiranne, ils ne savent pas du tout qu'en allant vers le Cap Sissier, on a un élément, on le voit sur la grande photo aérienne, on a tout un massif, le massif du Cap Sissier, avec les deux frères. C'est absolument incroyable d'avoir, après la plage de sable blanc, des plages de galets. On a ensuite une plage de sable noir, et puis ensuite on a des plages sauvages sous la Pinède. Et donc on a décidé, avec les cales de halage, vous voyez les cales de halage de la Verne, on a décidé, pour protéger la mer, en fait il n'y a pas des milliers de solutions. On a des technologies, là aujourd'hui on trouve des systèmes pour aller chercher les plastiques, etc. Mais surtout ce qui est important, la principale solution, c'est d'éveiller les consciences. Parce que aujourd'hui, quand on jette un plastique, on sait qu'il se retrouve dans l'eau. Si demain on met un masque et qu'on voit où se retrouve le plastique, on va essayer d'éviter de le jeter avant. Et donc ce côté pédagogique, il est indispensable pour pouvoir faire quelque chose pour les océans. Parce qu'en fait, pour sauver les océans, il faut déjà s'occuper de ce qui se passe sur les littoraux, à cette espèce de contact entre la mer, nos comportements, nous, de terriens, et ce qui va se passer en mer. Et nous avons cette responsabilité, en tant que ville littorale, de savoir comment protéger la mer. Et donc, ce sentier sous-marin, ça a été là aussi dans un temps record pour l'administration, puisque la DDTM nous a donné l'autorisation le 9 août, pour un début de saison qu'on imaginait en juin, mais bon, on l'a eu. Et je peux vous assurer qu'avoir une autorisation de la DDTM un an après notre arrivée, c'est bien, c'est très très bien. Et nous avons ouvert le premier sentier sous-marin. Alors, nous allons cette année l'enrichir de matériel de découverte. Donc, on a déjà mis les matériels de découverte avec les images, etc. Là, on va mettre des matériels pour faire des nids des habitats à poissons, pour que ça se régénère. Et notre objectif, bien sûr, c'est de mettre des sculptures sous l'eau. C'est-à-dire que là aussi, c'est un site extraordinaire, exceptionnel, la plage de la Verne. Mais en plus, il y aura des choses à voir sous l'eau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, à un endroit où la nature n'était pas extraordinaire, on va travailler à la régénération des petits fonds marins. Parce que la vie partira de là. Et c'est de là que ça part. Si on fait des habitats à poissons, on va faire reproduire des espèces pour aller en mer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a ouvert cet été. Nous avons bien sûr le domaine de Fabregat. Quand on parle des perles, parce qu'en plus, ça nous parle de la Provence. C'est plus que de notre côté littoral et de la Méditerranée. Là, c'est la rencontre entre la Provence et la Méditerranée. Et ce domaine qu'on voit qui appartient au Conservatoire du Littoral, c'est un lieu absolument extraordinaire sur lequel Christine mène de nombreuses expériences, notamment parce qu'on a réussi à implanter, à faire tenir un agriculteur que tout le monde connaît, Bruno, hein, qui exploite là. Il va y avoir la deuxième partie, donc on voit l'allée, donc Bruno est plutôt là, au Bérite. De l'autre côté, on va avoir un verger, parce qu'il y a un souci sur la quantité d'eau à produire, parce que pour faire une exploitation agricole, il faut de l'eau. Et on va aménager aussi mieux le parking, parce que là, on reçoit des écoles, et on apprend tout ce qui est la pollinisation, le travail des abeilles, mais aussi le travail de la terre et l'agriculture, qui est notre fondement. Parce que la ville de la Seine, avant de faire de la construction navale, c'était une terre agricole. Et c'est de là qu'on hérite notamment nos grands ensembles. Parce qu'il y avait des terres agricoles énormes, c'était plutôt des Toulonnais qui les possédaient. Les Sénois, ils avaient plutôt les terres au sud, parce qu'elles étaient plus pauvres en fait. Et donc c'est ça qui a généré qu'on a des grands ensembles au nord, et qu'on ait encore quelques belles propriétés au sud, comme cette maison qui est pour moi un bijou qui nous raconte en fait ce qu'est la Provence méditerranéenne. Et ensuite et enfin les plages nature. Donc les plages nature, ce sont ces paysages absolument incroyables, c'est la Méditerranée mythique, c'est-à-dire que ça c'est le territoire sénois. On a ce massif, on a ces plages absolument extraordinaires, on a des difficultés d'accès. Alors c'est simple, hein, on nous a dit, eh ben non, on n'a qu'à dire, on met des plots, c'est interdit. Parce que c'est dangereux, parce que le massif bouge et que vous avez vu que les escaliers se sont cassés et que donc c'est dangereux de descendre. Sauf qu'il y a toujours du monde en bas et que les gens continuent à prendre plaisir à aller se baigner là-bas. Donc on est en train de discuter avec le Conservatoire du Littoral pour voir si on arrivait à les impliquer sur ce projet
si on avait la possibilité de leur faire financer éventuellement un accès sécurisé. Alors plus le béton comme on a connu, les gros investissements bien lourds, mais plutôt des choses plus sensibles, plus légères et qui bougeraient en fait avec le massif. Mais ça, c'est aussi un atout extraordinaire. À l'heure où tout le monde cherche la nature, tout le monde part dans le monde entier pour trouver des sites au bord de la mer extraordinaires, nous on a ça. Et donc les deux frères, c'est une image qui est ancrée en nous quand on est sénois. Les deux frères, c'est notre fonds de commerce, on va dire, c'est imprimé dans nos rétines. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout ce massif, il faut qu'il reste un massif apaisé, qu'on y parle de nature, qu'on y voit de la nature, que tout le monde puisse aller tranquillement se promener là-bas. Donc là, on a commencé à faire des contrôles de police, je vous le dis, hein, parce que de plus en plus, il y avait des voitures, il y avait des rodéos, il y avait des gens qui montaient à fond sur la corniche merveilleuse. Et donc ça, c'était pas supportable. Donc on a commencé à mettre quelques sanctions pour conserver ce massif dans la sérénité qu'on lui a connue et surtout de préserver tous ces paysages magnifiques qu'on trouve tout en haut au sommet. Donc voilà, moi je voudrais bien rester sur la précédente.